émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bonjour à tous, chers parents, je suis très heureuse de vous retrouver en cette première émission d'année scolaire. Évidemment, la rentrée est passée par là. J'espère à tous que ça a été un moment assez doux, mais j'imagine déjà tous ces enfants pour qui c'est plus difficile, ça vient soulever des choses, et nous aussi en tant que parents, ça vient de nous travailler un petit peu. Et donc j'espère que depuis ces jours de rentrée, vous avez pu vous ressourcer, vous avez pu accueillir toutes ces émotions, prendre un temps pour vous et mettre en place des solutions qui peuvent soutenir votre enfant dans cette transition. Sachez en tout cas que je ne sais pas si on arrivera à en parler dans cette émission aujourd'hui, mais il existe plein de façons de pouvoir accompagner son enfant sur le chemin de la rentrée. Élodie Lamarque en a déjà donné quelques-uns dans l'émission précédente, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. En attendant, aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie Ruher. Bonjour Marie. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Merci Marie. Je suis aussi très très heureuse de t'avoir au micro avec nous. On va parler aujourd'hui de la kinésiologie, quelque chose que j'imagine une médecine alternative, on pourrait dire ça, une pratique alternative à la médecine traditionnelle. Qui est connue et peu connue à la fois. Il y en a qui connaissent et qui adorent, il y en a qui connaissent pas du tout et qui sont très heureux de découvrir. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment le cœur de cette émission d'aller bien entendu découvrir c'est quoi la kinésiologie. Et ensuite, on va aller à travers différentes situations essayer de vous expliquer un petit peu dans quel cadre on peut faire appel à Marie. On va aller explorer ensemble des situations qui visent, en tout cas, et c'est l'approche de Marie, à prévenir le burn-out maternel. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que moi je suis passée par là durant ma parentalité, et qu'aussi hier soir, je participais à un cercle de femmes. Cercle de femmes, c'est un regroupement, ici on était toutes mères quasiment, de mamans qui s'assoient en cercle et qui parlent de ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Et on appelle ça la médecine de la parole. Ça apporte énormément de pouvoir vider son sac à un moment donné, d'oser dire dans une ambiance où tout est permis, dans le non-jugement, ce qui nous traverse. Et on avait toutes un partage autour de justement la dépression postpartum, l'épuisement maternel. Alors si vous êtes une maman ou un papa qui écoutez en ce moment cette émission et puis que ce sujet vous parle de l'épuisement, moi j'avais envie de vous dire que je et on, avec Marie, on vous entend, on vous voit. Soyez présents à ce que vous ressentez, vous avez le droit de ressentir ça. Et peut-être que vous vous sentez très seul à vivre ces moments-là de doute. Sachez que il y a plein d'autres personnes autour de vous qui traversent les mêmes choses. Alors, osez aller à la rencontre de ces autres parents. Osez participer à ces rencontres. Il y en a un peu partout. Il y en aura prochainement à Aix-les-Bains que je faciliterai. Et dans ces rencontres, vous pourrez trouver vraiment un moment de ressources, un moment d'accueil pour ce quotidien qui est lourd. Et aussi trouver des ressources, des compétences supplémentaires à les trouver à l'intérieur de vous, de quoi avancer. Parce que dans ces 15 femmes qui étaient là hier soir, il y en a aussi qui partageaient que ça y est, ça faisait 1 an qu'elles venaient et que ça y est, elles étaient sorties de ce creux, qu'elles voyaient enfin la lumière en haut du sommet et que ça faisait du bien. Super. Voilà, un petit mot de soutien en tout cas et d'amour pour tous ceux à qui ça peut parler. Marie. Oui, Pauline. Alors, on y va sur la kinésiologie. Alors, avant d'être kinésiologue, comme toutes les personnes qui passent sur Radio Grand Lac et dans mon émission Parents Autrement, tu avais une vie avant ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait ce que j'appelle un parcours classique, c'est-à-dire que je suis allée à l'université, je suis sortie avec un Master 2 en gestion des entreprises et des administrations.
Et puis, j'ai suivi mon petit chemin classique. J'ai été chef de projet, j'ai été coordinatrice de projet de recherche, j'ai travaillé dans le monde de la formation, etc., etc. Et en 2020, tout de suite après le premier confinement, j'ai accouché donc de mon 3e enfant. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit vraiment, il faut que je change de chemin. C'est-à-dire que moi, il était primordial, important, voire j'irais même jusqu'à dire nécessaire, que je puisse voir grandir mes enfants. Ouais. Et donc, pour moi, à ce moment-là de ma vie, reprendre un poste à responsabilité, donc avec les contraintes qui en découlent, était impensable. Je voulais absolument avoir du temps pour mes enfants et du temps aussi pour ma carrière professionnelle. Donc du coup, je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'en es là avec 3 enfants? J'allais sur une fin de CDD également. Et un jour, c'était même une nuit, je me suis dit mais Marie, il faut absolument que tu passes le cap. Pourquoi je me dis ça? Parce que en 2018, lors de la naissance de mon second enfant, j'avais déjà pensé à me réorienter en tant que kinésiologue, à faire une reconversion professionnelle. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas osé. J'ai eu peur, soit j'étais pas prête, soit j'en sais rien, mais dans tous les cas, j'ai pas franchi le cap. Et en 2020, je me suis dit non, là vraiment, il faut que tu y ailles parce que c'est plus du tout aligné, c'est plus du tout ok pour toi de retourner travailler dans les bureaux, pour être tout à fait voilà, pour être transparente avec toi. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai entamé donc ma reconversion professionnelle. Au début, comme tout à chacun, j'imagine, je n'en parlais pas. C'est-à-dire que j'ai énormément douté. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est pour moi? Comment ça va se passer? J'ai eu peur, vraiment, je le dis en toute transparence et en toute honnêteté. Et à partir du moment où je me suis inscrite au premier module dans une école de kinésiologie, j'étais partie. Tout simplement. C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis, que j'ai refait ma reconversion professionnelle en tant que kinésiologue, donc. Super. Et du coup, avec une spécialité d'ailleurs, périnatalité et accompagnement infantile et des familles. Oui, tout à fait. Pour devenir kinésiologue, il faut aller en école de formation, en école de kinésiologie. Ces écoles sont agréées par la Fédération française de kinésiologie et elles demandent un minimum de 600 heures pour passer la certification, pour donc devenir kinésiologue certifié. Donc c'est tout à fait ce que j'ai fait. Il n'empêche que le sujet de la parentalité et de l'accompagnement infantile est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc j'ai décidé de prendre des formations supplémentaires, environ 200 heures, dans l'accompagnement des parents, des familles, des enfants, périnatalité, etc., etc. Et comment t'avais découvert justement la kinésiologie? Comment c'est arrivé à tes oreilles la première fois? Est-ce que tu te souviens? Je me souviens bien. J'avais environ 24-25 ans. J'étais d'ailleurs enceinte de ma fille, de mon aîné. Et vraiment, c'était une période extrêmement compliquée pour moi. Je pense que la grossesse a accentué les complications et le mal-être, mais il était déjà présent en moi depuis de nombreuses années. Et donc, j'avais essayé plusieurs méthodes, la sophrologie, la méditation, etc., l'acupuncture, qui avaient toutes eu des effets vraiment de bien-être. Ça m'avait apporté un plus. Il n'empêche que pour moi, je trouvais que c'était pas forcément complet ou qu'il me manquait quelque chose, en tout cas de mon ressenti. Et surtout, je me lassais du suivi. Vraiment, c'est important, je pense, que je puisse le dire, parce que ça se ressemblait grosso modo. En tout cas, je trouvais à cette époque, j'ai ressenti ça. Et par pur hasard, je suis allée voir un autre thérapeute qui était donc kinésiologue, et elle m'a fait donc ma première séance de kinésiologie, et j'ai plus jamais quitté la kinésiologie, et la kinésiologie ne m'a plus jamais quittée depuis ce temps. C'est un véritable coup de cœur partagé. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Et donc évidemment, comme tu l'as rencontré dans un moment de ta vie aussi beaucoup lié à la périnatalité, tu as toi aussi vécu des défis, des difficultés, des doutes, et ça a pu te soutenir. Donc, sans surprise, finalement, tu t'es orientée dans le milieu de l'enfance et de la petite enfance, puis de la grossesse et tout ça.
Oui, c'est ça. Disons que comme tout à chacun, à partir du moment où tu deviens maman, t'es confronté à tes propres difficultés et aux difficultés de ton enfant. Donc moi, j'ai tendance à dire que du coup, c'est double peine, quoi, quelque part. Donc clairement, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc j'ai bénéficié des séances de kinésiologie à titre personnel pour essayer de moi m'améliorer, et j'ai bien évidemment emmené mes enfants. Mais je crois même que vraiment ma raison d'être en tant que kinésiologue, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que de constater les bénéfices et les bienfaits que cette technique peut avoir. C'est ma raison d'être, c'est-à-dire que je pense que je suis devenue kinésiologue pour accompagner des enfants. Vraiment, je le dis en toute sincérité, c'est ce qu'on appelle le big why, c'est-à-dire pourquoi toi tu veux faire ce truc. Bon, moi clairement, c'est pour soulager la souffrance, les douleurs, les complications, les difficultés des enfants. Oui. Et ça, je le ressens très profondément en moi. Puisque je suis moi-même maman de 3 enfants, donc j'ai eu 3 fois des challenges, si on peut dire ça comme ça. Et vraiment, c'est dans ma pratique même, quand j'accompagne des adultes, je pense que je vais profondément chercher les blessures de l'enfance, même chez l'adulte, c'est-à-dire en dehors d'une séance de kinésiologie infantile, je vais chercher ça parce que je pense que c'est ma nature également. Ouais. On va en parler plus en détail au cours de cette émission, mais ce qu'on va évoquer, c'est les fondements de la kinésiologie pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Et une fois qu'on aura expliqué ça, vous allez comprendre qu'on va parler de l'enfance du parent, on va nommer ce que c'est qu'un enfant intérieur et les blessures de l'enfant intérieur, et on va aller voir comment ça impacte en fait notre enfant d'aujourd'hui, celui qu'on a mis au monde. Il y a des liens, voilà. C'est peut-être une découverte pour vous, et c'est ok si vous vous dites mais non. Soyez juste curieux de nous écouter jusqu'au bout. Vous allez voir que finalement c'est un grand oui, il y a des liens. Et on va évoquer justement ce système. C'est une approche qui est très systémique parce que ce n'est pas juste l'enfant avec ses difficultés, parce que généralement quand on vient prendre une séance, c'est parce que notre enfant traverse quelque chose et qu'on se dit tiens, j'ai besoin d'une solution, donc je vais faire appel à cette solution-là. Et on se rend compte que finalement, l'enfant n'est pas seul avec ses symptômes. Il est aussi accompagné de ses parents, de ses frères et sœurs s'il en a, et de tout le système qui est autour de lui. Ça peut être aussi l'école, la garderie, la nounou, les grands-parents qui vont venir aussi jouer un rôle dans ce que l'enfant traverse. Donc on va aller décortiquer un petit peu tous ces sujets un petit peu en détail, ainsi que le déroulé d'une séance pour que vous sachiez à quoi vous attendre. En tout cas, donc si tu pouvais nous résumer en quelques mots, nous présenter en quelques mots, qu'est-ce que c'est que la kinésiologie pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de quoi on parle? Avec grand plaisir. La kinésiologie, c'est une technique corporelle. C'est très important pour moi de le respécifier. Évidemment, on va aller dans la kinésiologie, dans l'approche kinésiologique, on fait plus que ça, mais c'est important de redire que la kinésiologie part du corps. C'est le corps qui nous intéresse. Ce qu'il a engrammé, ce qu'il a vécu, qui pour nous, kinésiologues, se loge dans les cellules du corps. Et du coup, c'est décrypter, décoder ces messages du corps. C'est comme si le corps avait en fait une mémoire et que chaque événement depuis notre conception dans l'utérus de nos mères, voire même avant, constituait de l'information qui était enregistrée dans les cellules du corps, et qu'à un moment donné, peut-être à 5 ans, 3 ans, 10 ans, mais aussi adulte, tout à fait. Voilà, 25 ans, 50 ans, il y a quelque chose qui s'active, et donc toi, tu as cette capacité de pouvoir, avec le soutien de la kinésiologie, aller retrouver cette information et retrouver son origine. À quelle résonance elle fait entre le présent et le passé. Exactement, c'est ça. J'ai pour l'habitude de dire, c'est comme un espèce de petit disque dur, voilà. Comme un ordinateur. Tu sais où c'est, il y a des dossiers. Bon, des fois, on sait pas pourquoi il y a un dossier qui sort et c'est un peu compliqué. Donc le job, c'est d'aller chercher quel dossier dans l'ordinateur, dans le disque dur, est une problématique aujourd'hui en temps présent, dans cette temporalité-là. Et du coup, l'objectif de la kinésiologie, donc on s'intéresse au corps, à ce disque dur, mais c'est d'aller pouvoir obtenir un bien-être mental
émotionnel et physique. Donc nous, on a ce qu'on appelle un triptyque en kinésiologie, c'est-à-dire qu'on peut venir libérer le corps de certaines douleurs, tensions, etc. Évidemment, faire du libération de stress, d'émotions qui handicapent, qui sont un peu négatives, si on doit dire ça. Et puis, aller libérer ce que moi j'appelle la tête, quand on a des pensées qui reviennent en boucle et qui sont pas bonnes, qui sont pas positives, en tout cas, ou des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, etc., etc. Donc, la kinésiologie, c'est 1, s'intéresser au corps, 2, agir sur le triptyque tête, cœur, corps, et 3, libérer ce qui est à libérer pour un bien-être. L'objectif, c'est d'aller mieux. Il faut quand même aussi rappeler que la kinésiologie, et particulièrement dans ma pratique, est un chemin de développement personnel. Donc, ça nécessite aussi du travail personnel. Exactement, oui. C'est un investissement. Il va y avoir des ressources qui vont être proposées pendant la séance, et après, c'est chaque personne qui vient te voir est responsable de ça, de la mise en place de ces ressources, d'essayer ou de ne pas essayer. Et donc, du coup, de peut-être passer à côté d'un mieux-être ou de se tourner vers une autre approche qui lui parlerait. Mais en tout cas, c'est la responsabilité après de la personne de mettre en place ce que tu appelles toi le post-séance, dont on parlera un peu plus tard. Ok. Et donc du coup, justement, quand tu interroges finalement le corps, donc il y a une technique qui appartient vraiment au monde de la kinésiologie, le testing musculaire, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc le test musculaire, c'est quoi ? C'est le lien entre une baisse de tonus musculaire et un stress. Un fameux dossier dont on parlait tout à l'heure. Un bug. C'est exactement ça. Nous, notre job en tant que kinésiologue, c'est d'aller chercher ce dossier et d'aller comprendre les éléments qui nourrissent ce dossier pour faire passer des choses qui étaient dans l'inconscient dans le conscient. D'accord ? Pour pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, prendre en charge ça et aller, modifier quelque chose dans notre comportement, dans notre perception, dans notre compréhension, qui, en résultat final, modifiera donc notre vécu. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on est arrivé en début de séance, on a posé un thème par rapport, pourquoi je viens consulter, admettons, si c'est moi qui viens. Et puis ensuite, on va s'installer sur ta table de massage. Et toi, en fait, tu vas interroger, poser des questions, et mon corps va te répondre si c'est oui ou si c'est non par rapport à la question, un petit peu à travers ce testing musculaire. C'est-à-dire que toi, tu ressens comme souvent tu le fais au poignet. Tu ressens qu'il y a comme ça s'affaisse, ça s'effondre. Il n'y a pas la résistance, on n'est pas tonique. Là, d'un coup, par rapport à ce sujet-là précis que tu as posé comme question, ça s'effondre. Et ça, c'est une réponse positive que c'est là qu'on doit aller, n'est-ce pas ? C'est comme un GPS. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a pas ou plus de tonus, enfin une baisse de tonus, ça indique le chemin à prendre. Donc moi, ma première intention est donc de suivre ce chemin. Et après, donc de récolter des informations, d'analyser ces informations pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir rendre en conscience ce qui était probablement inconscient. D'accord ? Je peux te donner des exemples. J'ai en tête... là, récemment, un petit garçon, de mémoire, je crois qu'il doit avoir 7-8 ans ou quelque chose comme ça. Bref. Il vient avec sa maman. Sa mère me dit, il a des troubles alimentaires. Depuis un mois, je sais pas trop pourquoi. Il se met à trier ses tomates. Elle me dit, il trie ses pizzas. Bon, très bien. Donc, motif de séance, trouble alimentaire de l'enfant ou difficulté. Évidemment, ça crée des tensions. C'est-à-dire que la maman, pourquoi tu manges pas? Est-ce que c'est pas bon ce que j'ai fait? Et c'est pas bien de pas manger, etc., etc. Ok. L'enfant s'allonge sur la table. Je pourrais peut-être préciser comment je travaille avec les enfants, mais on verra plus tard. Bref, il s'allonge sur la table. Je récolte un certain nombre d'informations. Je rééquilibre son corps avec des points spécifiques et des protocoles spécifiques. Et puis la séance de kinésiologie est finie. Puis on s'assoit sur la table pour faire un débrief. Moi, personnellement, je fais à chaque fin de séance un débrief pour l'enfant, mais aussi surtout pour le parent. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et en fait, je me rends compte que c'est pas un problème d'alimentation, c'est un problème d'estime de soi. C'est-à-dire que les informations qui m'ont été données, c'est le gosse, l'enfant, ne se sent pas capable de.
Donc quand j'explique ça à la mère, elle me dit mais oui, vous avez raison, ça fait que plusieurs fois là qu'il me dit je suis nulle au foot, personne me veut dans cette équipe, etc., etc. Donc ça se manifeste par un trouble alimentaire, mais la raison profonde est un problème d'estime de soi. Et c'est ça qu'il faut rendre conscience pour qu'après, évidemment, adapter sa parentalité. C'est-à-dire que la maman, quand elle verra qui trie ses tomates ou ses pizzas ou peu importe, ne plus ne prendre pour elle, c'est pas moi qui cuisine mal, etc. Mais au contraire, aller dans ce que j'appelle, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais un point de rencontre. Plutôt qu'un point de tension, d'aller dans un point de rencontre. Écoute, mon fils, je m'aperçois que tu manges pas tes tomates, mais raconte-moi comment ça s'est passé ton entraînement de foot. C'est ça. Il y a toujours quelque chose de caché, en fait. C'est comme un espèce d'iceberg où on voit la partie immergée, c'est le trouble alimentaire, les tris des aliments. Mais en fait, c'est pas la cause. La cause n'est pas l'alimentation, la cause, elle est inconsciente, elle est plus profonde que ça. Et c'est ça que tu mets en lumière, en fait. Tout à fait. Et surtout, c'est pas juste de le mettre en lumière pour dire, maintenant, je sais de quoi il s'agit. Mais aussi, voilà, d'avancer avec cette nouvelle thématique qui s'est déjà affinée et comprise, et ensuite pour permettre à l'enfant et aux parents de la dépasser. Tout à fait. Et si le motif de séance est le sujet inconscient, c'est-à-dire que c'est possible qu'ils viennent me voir pour des troubles alimentaires, c'est d'aller comprendre pourquoi les troubles alimentaires sont là. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de te dire, d'aller chercher la partie immergée de l'iceberg et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour la personne? Pour quelles raisons son inconscient manifeste des difficultés? Ouais. Et c'est vraiment tout le travail de kinésiologie et qu'on fait, c'est récolter des infos, évidemment, mais surtout analyser ces informations pour pouvoir après faire un travail de mise en conscience, soit pour l'enfant, soit pour le parent, et le mieux pour moi, c'est les deux. Cette mise en conscience du système, un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Évidemment, parce que la maman qui voit son enfant qui ne mange pas, bien sûr que ça va faire écho à son enfance, à comment ça s'est passé quand elle aussi, elle avait du mal à s'alimenter. Il y a fort à parier que ça va résonner avec des vieux souvenirs qui ont une mémoire émotionnelle qui vient du coup se superposer au présent. Et ça devient difficile du coup de gérer son enfant parce que l'adulte doit gérer son émotion du passé qui vient se remanifester là maintenant, plus être en capacité de faire de la place pour accompagner son enfant dans ce qu'il est en train de traverser. Et c'est bien là le défi de beaucoup des parents parce que on est en train de mettre en lumière en ce moment, depuis les années 5-10 ans, de mettre de plus en plus en lumière l'impact de l'enfance et donc de l'enfant intérieur. C'est juste l'enfant qu'on a été, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a enregistré, pour le réactualiser à aujourd'hui, savoir quoi en faire et savoir se prendre en charge. On va faire une courte pause musicale et on poursuivra après. Vous êtes avec Pauline et Marie Ruher, mon invitée. On parle de kinésiologie dans l'émission Parents autrement sur Radio Grand Lac. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Parents autrement. En route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Ruher, qui est kinésiologue, avec une spécialité périnatalité, accompagnement infantile et des familles. On a parlé en première partie d'émission sur c'était quoi la kinésiologie et aussi du parcours de Marie, qui l'a menée à vouloir accompagner les familles, les enfants, surtout les enfants aussi. Et on va poursuivre cette émission en parlant un petit peu plus de ce qui se passe en début de séance. Pour moi, c'est important parce que quand on se fait accompagner par rapport à une difficulté qu'on rencontre avec nos enfants, la société se charge déjà de nous ramener à toutes les injonctions et à nous faire, à nous aider du moins à ressentir de la culpabilité par rapport à un idéal qu'on s'était construit. Et que 90% des consultations où les mamans viennent consulter, moi la première, quand j'ai découvert la kinésiologie, c'était pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, je m'explique. Si je prends mon cas, par exemple, comment j'ai découvert la kinésiologie, c'est parce que mon enfant, qui avait à peu près 4 mois, ne faisait pas ses nuits complètes. Voilà, il se réveillait encore pas mal. Et que, d'après le regard de certains amis qui étaient proches, c'était un problème. Et que la kinésiologie, assurément, allait pouvoir soutenir ça et régler le problème. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément les bonnes raisons. Et ça, Marie, toi, tu le fais beaucoup quand on arrive et qu'on dit voilà ce qui va pas, de pouvoir vraiment accompagner
la maman ou le papa dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit, et de l'amener aussi à se libérer en fait de ce qui n'est pas juste. Parce qu'un enfant de 4 mois qui se réveille encore la nuit, c'est complètement normal. S'il est allaité, encore plus que normal. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est tu vas pouvoir amener le point de rencontre entre l'enfant et son parent. Comment son parent va pouvoir développer des ressources pour pouvoir bien vivre en fait les réveils de la nuit et traverser cette période-là qui est nécessaire, qui est physiologique. On peut pas empêcher un enfant de se réveiller quand c'est dans son système et que la cause de ses réveils elle est juste naturelle et normale. On peut pas couper ça. Par contre, on peut soutenir le parent à ce que ça se passe mieux. Oui, tout à fait. Pour revenir à ton exemple précis là de mon enfant se réveille à 4 mois, évidemment, c'est physiologique. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 mois, il n'est pas hors norme, voire il est normal qu'il se réveille pour manger. Donc ça, très clairement, en accompagnement kinésiologique, ce n'est pas la bonne raison de consulter si c'est la raison de ces réveils sont, à proprement parler, la faim. Parce que physiologiquement, un enfant de 4 mois a le droit, peut, et peut-être même voir c'est normal, qu'il se réveille à 4 mois pour manger. La kinésiologie peut accompagner un enfant de 4 mois si ses réveils sont d'une autre nature. Exemple, il est compliqué pour moi de dormir loin de maman. Il est compliqué pour moi de retrouver mon 2e cycle de sommeil, etc. Enfin, le sommeil, tu sais, là, oui, où c'est plus profond, etc., etc. Donc ça, oui. Mais la kinésiologie ne peut pas aller contre nature. C'est-à-dire qu'il faut absolument laisser aux enfants le temps de grandir. Et donc, je te rejoins par rapport au motif de consultation. C'est un petit peu ce que je vois beaucoup, hein, moi, les mamans. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la physiologie, de l'apprentissage normal d'un enfant et lui laisser le temps de ce que moi j'appelle les mamans instagrammables. Tu vois ? C'est-à-dire que ça fait beaucoup de mal. D'accord. Juste pour préciser, c'est quoi une maman instagrammable ? C'est une maman qui renvoie l'image d'une maternité parfaite, avec un enfant qui fait exactement ce dont la société attend de lui, et la mère, pareil, hein, parce que ça, pour moi, c'est le combo. C'est très compliqué. Donc, il faut pouvoir distinguer ce qui est l'ordre du classique normal à ce que l'on peut travailler en kinésiologie. Et évidemment, avec toi, je suis d'accord avec toi, physiologiquement, l'enfant de 4 mois doit se réveiller pour manger 1 fois, 2 fois. Bon, il va falloir aider la maman à trouver des ressources ou une organisation parentale qui lui permettent de. Mais voilà, parfois, et c'est aussi mon travail, et je te remercie de l'avoir souligné, c'est de distinguer ce qui peut être travaillé parce qu'effectivement, c'est une complication pour l'enfant ou une difficulté pour la mère, etc., à ce qui est normal. À un moment donné, on ne peut pas demander à un enfant de 4 mois de faire un 8-10, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Et tiens, ça me fait penser, je rebondis, je m'excuse, mais... typiquement, j'ai accompagné une petite fille là sur le mois de juillet. 3 mois, elle se réveille plusieurs fois la nuit, etc. Bon, ok. 3 mois, je me dis, c'est peut-être un truc classique, normal, etc. On fait la séance, on fait les équilibrations et je donne un rendez-vous de suivi pour 1 mois. À savoir quand même que les rendez-vous de suivi, c'est toujours pareil, c'est le test musculaire qui me dit s'il doit y en avoir un et quand est-ce qu'il doit y en avoir un. Ok. Je revois la petite, là, il y a 1 semaine ou 2, je sais plus, 1 semaine, je crois. Et sa mère me dit, c'est super, elle dort de 8h du soir à 10h du matin. Très bien. Donc, ça prouve que elle n'était pas allaitée, mais ça prouve que pour elle, pour le coup, ce n'était pas physiologique. Et c'est très bien. On est allé libérer, dans son cas particulièrement, des mémoires familiales. Et c'est OK aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire généralité de ce que l'on nous montre et de ce que mes copains ont vécu. Parce que les copains, c'est les copains. Ils ont leur système familial personnel. Pauline et moi, on a notre système personnel. Et donc, c'est très mauvais. Et vraiment, ça fait beaucoup de mal. Et je te rejoins. Je pense qu'une grande partie du burn-out maternel, et je le pense très sincèrement, est due à ça.
C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi moi je peux pas, mon enfant dort pas. Du coup, je peux pas aller faire les super randos ou je mange un peu moins healthy. Ouais, mais en fait, physiologiquement, dans la nature, un enfant, il a quand même vraiment besoin de ses parents jusqu'à 3 ans, quoi. C'est ça. Donc, ça fait encore plus de mal parce que la personne qui voit son copain, son gosse, il dort toute la nuit et qu'elle est fatiguée, elle est déjà en difficulté. Si en plus elle se met à se comparer aux autres, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment, moi, ça fait aussi parce que probablement je l'ai vécu et j'en ai beaucoup souffert de ces conseils qui n'en sont pas. Donc venir consulter pour le sommeil de l'enfant, oui, vraiment, j'encourage. Surtout dans nos sociétés où on en demande beaucoup aux petits, aux petits enfants, et vraiment il faut. Il n'empêche que c'est pas parce que vous allez faire un suivi en kinésiologie que l'enfant, au bout d'une séance, contrairement à ce que je viens de raconter, dormira. Parce que si c'est physiologique, si c'est trop tôt pour lui, ce n'est pas bon. Il n'en sera pas capable. Il n'en sera pas capable. Et puis oui, c'est comme toi et moi, quand on a appris à écrire, on a commencé par des majuscules. On n'a pas fait la cursive tout de suite. Ouais. Et c'est OK. Chacun prend son temps. Il y a des rythmes qui leur appartiennent. Qui sont exactement. Okay. Et non, vas-y. Non, mais je trouve que c'est vraiment important de souligner ça parce que du coup, on fera pas la séance, elle sera pas faite pour solutionner les réveils de l'enfant, mais elle sera plutôt faite pour accompagner le parent dans ce qu'il vit, dans ce stress, dans cette comparaison. Et c'est un espace où il va pouvoir déposer peut-être ce qu'il ressent parce que vous allez cheminer en fait tous les 3 pendant la séance. Tu vas cheminer avec eux pour aider la parole en fait à se libérer à travers ce que tu vas capter comme information parce que ça va sortir. Ça va sortir. Et donc du coup oui, l'enfant va peut-être continuer de se réveiller, mais peut-être que le parent par contre va pouvoir mieux supporter les réveils et ça c'est super chouette. Et je pense que moi ça va bientôt faire 6 ans que j'ai un sommeil haché par les réveils nocturnes de mes enfants, quand c'est pas les miens. Et du coup, en fait, plus les années ont passé et plus j'ai compris que finalement c'était OK pour moi, que j'avais mis en place les solutions pour que tout le monde dorme. Et en effet, de se connecter aussi à comment ça se passe dans les autres pays, dans les autres cultures. On découvre que finalement, en France, on est très accroché à cette espèce de tradition de mettre l'enfant dans sa chambre tout seul et qu'il doit vite dormir et être autonome, et que c'est pas juste et que c'est contre nature entre guillemets. Il y a des enfants qui vont y arriver très bien, il y a d'autres enfants qui vont avoir besoin de présence et d'accompagnement, et c'est ramener le parent finalement à faire avec ce qu'il a comme données présentes dans son système à lui. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et lui, qu'est-ce qui lui est proposé de vivre en fait? Oui, et tu soulèves quelque chose qui est important pour moi aussi de rebondir dessus, c'est que dans ma pratique, je travaille sur le système. C'est-à-dire que, évidemment, la séance, elle est pour l'enfant, pour le bébé qui dort pas, là, comme par exemple la petite. Mais quand on va soulever des mémoires familiales ou des problématiques de couple, t'es OK avec moi que c'est bien le système qui est mis en jeu et qui est modulé, transformé, adapté. Pourquoi moi j'ai cette philosophie? Tout simplement parce que oui, on peut travailler que spécifiquement sur l'enfant. Et c'est très bien, ça va soulager l'enfant, ça va l'aider, ça va lui faire développer des ressources, ça va libérer son stress, etc. Mais pour moi, dans ma philosophie et donc du coup dans mon approche, à partir du moment où il revient dans un système qui est le même, il est tellement plus performant, efficient, si on peut utiliser entre guillemets des gros mots, de modifier l'ensemble du système ou que l'ensemble du système s'adapte à ces difficultés-là. C'est pour cette raison. C'est tout à fait ce que j'appelle le point de rencontre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on adapte sa parentalité, et l'enfant fait son travail aussi personnel, de dépasser ses peurs, etc., de se libérer, etc., l'ensemble du système n'en est que mieux. Et on retrouve à ce moment-là, je trouve un accompagnement parental beaucoup plus libre quelque part. Tu vois? Et ça, c'est important aussi de le redire. Moi, comme je dis toujours aux parents, c'est pas juste l'enfant qui va travailler de son côté, c'est pas juste vous qui allez travailler de son côté, c'est le combo, comme dans toute relation. Si toi et moi, on veut sortir, que tu veux aller au resto et que moi, je veux aller au ciné, il va falloir qu'on trouve une solution. Et c'est cette histoire de point de rencontre. Sinon, on n'est plus en point de rencontre, on est en point de tension
qui alimente les blessures du parent et qui alimente les blessures de l'enfant. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher ça, ce point de rencontre, et ça se fait par rendre conscience qui était inconscient, une meilleure compréhension, une modification de la perception, et surtout par une adaptation des deux parties. Exactement. Par exemple, dans le cas d'un enfant qui a 2 ans et demi et qui continue de se réveiller la nuit, il va y avoir une discussion. En fin de compte, ce point de rencontre, c'est aussi de pouvoir amener à la compréhension de l'enfant que là, maman, elle peut plus gérer et ça devient difficile. Et donc, c'est chacun a un pas à faire. Là où un enfant, un tout petit, un nouveau-né, le nouveau-né n'a pas une marge de manœuvre importante. Plus l'enfant va grandir, plus il va y avoir cette notion de point de rencontre qui va être très présente et de systémique aussi pour pouvoir permettre vraiment cette compréhension globale qui est de ces 2 personnes qui font partie un petit peu du thème, mais aussi de ce qui est inconscient. Donc on parle de l'enfant intérieur et de toutes ces blessures. On en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à l'exemple où il y avait des troubles alimentaires. Et comment c'était moi enfant avec l'alimentation et la gestion des repas. Et c'est pareil en fait à chaque instant. Si moi enfant, quand je me réveillais la nuit, que j'avais du mal à m'endormir, je n'étais pas accueillie et j'étais grondée, isolée et seule, ça a créé une blessure, quelque chose d'inconfortable, de difficile, de douloureux, qui va se remanifester chez moi à l'âge adulte quand mon enfant va aussi traverser les mêmes difficultés. J'ai la possibilité bien sûr d'agir autrement, mais il est aussi possible que lui-même soit en réaction par rapport à ce souvenir-là. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. L'enfant intérieur, moi, je le définirais comme ça. Enfin, les blessures de l'enfant intérieur, c'est pour moi. Après, ce n'est que ma propre définition. C'est les blessures de l'enfance qui conditionnent les réactions, vraiment les réactions du présent. Donc, je te rejoins tout à fait sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si dans ton enfance, on te laissait te débrouiller toute seule, rendors-toi, surtout fais pas de bruit. Quand ton enfant de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, j'imagine, se réveille encore, déjà, tu pars avec un background qui est pas dingue. Il n'empêche que dans ma philosophie, l'enfant aussi doit, par son développement aussi dans la vie et puis pour son intégration plus tard, comprendre et lui aussi aller sur ce point de rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste à toi de travailler ta blessure d'enfant intérieur, même si je t'y encourage pour ne plus réagir, mais avoir le choix de l'action. Je t'y encourage fortement d'ailleurs, mais c'est aussi à ton enfant de comprendre que depuis 2 ans et demi, tu te réveilles plusieurs fois par nuit et que ça devient difficile. Donc évidemment, j'aurais pas le même discours que ton enfant avec 3 mois, tu l'as déjà dit, mais c'est important vraiment, dans ma philosophie, c'est 50-50, comme dans toute relation autre. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, typiquement, moi j'ai toujours en tête, tu sais, c'est quand t'appelles tes copines, oui mais attends, il y a le gamin, il y a 2 solutions, soit elle laisse hurler son enfant, soit l'enfant la coupe et toi tu peux pas avoir de conversation avec ta copine, etc. C'est des trucs à prendre en charge, des trucs à prendre en compte, comme tu le ferais avec ton mari. Tu sais, quand je suis au téléphone, tu attends 5 minutes. C'est pas grave, c'est à adapter à l'âge de l'enfant, mais pour que lui aussi, ça lui donne des ressources pour affronter plus tard. Parce que plus tard, quand il sera à l'école, il faudra pas parler en même temps que la maîtresse. Ou il faudra attendre son tour. Donc, tu vois, c'est ce point de rencontre-là qui est important, qui est à adapter au système. Et c'est en ce sens-là où je te dis, il y a un travail parental personnel à faire sur les blessures intérieures, mais pas que. Quand on amène un enfant chez moi en kinésiologie, vraiment, je le redis, on vient faire travailler ce système et passer d'un point de tension à un point de rencontre avec son enfant. Comme tu le fais avec d'autres relations, ton mari, tes collègues de travail, etc. C'est le faire ensemble, le bien vivre ensemble et pas le sacrifice. Finalement, oui, parce que c'est pas bon. Une maman qui se sacrifie, on voit ça un peu, des idées, il faut répondre aux besoins. Oui, il faut répondre aux besoins de ton enfant. Mais c'est âge approprié. Mais à âge approprié, et surtout, il faut que tu apprennes à ton enfant
aussi de répondre aux besoins des autres. C'est pas tout pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin d'être en émission de radio, bon, bah, ton enfant, il a pas le choix. Il va falloir qu'il soit gardé à la nounou, par exemple. Donc, il y a vraiment ce combo-là et pour moi, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est au contraire un apprentissage qu'il faut faire en douceur, en accompagnant votre enfant. Ok, je m'aperçois que quand je te laisse à la nounou, il y a une problématique de séparation. Il n'empêche que toi, tu as besoin de venir à la radio pour m'interviewer, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça à prendre en compte. Ouais. J'espère que ça vous parle, vous qui écoutez, et que ça peut vous inspirer. Ça peut être difficile à mettre en place, absolument. Mais rien que déjà de l'avoir présent dans son esprit, de regarder les situations du quotidien avec cet autre regard-là, de dire ah oui, mais là je vais me sacrifier et c'est pas juste, ni pour moi ni pour mon enfant. C'est pas comme ça que l'équilibre de vie peut se construire. C'est une belle leçon d'apprentissage et du moment que vous l'avez dans votre conscience et que vous avez envie d'amener du changement dans cette direction-là, le travail il va se faire petit à petit à votre rythme et il va se faire. Donc on va faire une petite pause, une dernière pause musicale et puis on reprendra ensuite l'antenne. Vous êtes sur l'émission Parents autrement avec Pauline et Marie Ruher, kinésiologue, sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, pour vous et avec vous. Parents autrement, en route vers une parentalité décomplexée avec Pauline sur Radio Grand Lac. Et nous revoilà avec Marie Ruher, kinésiologue en spécialité périnatalité, accompagnement infantile et accompagnement des familles. On a évoqué durant cette émission qu'est-ce que c'était que la kinésiologie, des concepts comme comment ce que j'ai vécu dans l'enfance peut se manifester à l'instant présent, ce concept de blessure émotionnelle, blessure de l'enfant intérieur. On a beaucoup parlé aussi du motif de consultation durant une séance. Et là, j'aimerais juste vous proposer un petit résumé de comment ça se passe en fait une séance, pour l'avoir vécu avec Marie du coup. Évidemment, on va arriver avec notre thème de pourquoi le motif de consultation. Et là, il y a vraiment ce temps d'anamnèse, c'est un temps aussi d'écoute et d'échange, de partage aussi de la part de Marie, de ressources et de voir qu'est-ce qu'on a déjà mis en place et comment ça peut être difficile au quotidien, quelle est la marge de manœuvre et de modification. Puis ensuite, il va y avoir le passage plus de questionnement, cette fameuse grille de lecture et d'interrogation du corps, où on vient s'allonger donc sur la table de massage, très confortable. Et on va aller voir, on va partir un peu, Marie part en enquête pour aller comprendre, quelle est la cause de ce problème, de ce mal-être, et tu procèdes à donc des rééquilibrages en instantané, en direct, des rééquilibrages. J'aime beaucoup parce que ce sont il y a des affirmations positives en fait qu'on est amené à répéter. Il y a un peu cette reprogrammation aussi du cerveau à travers le regard, où on fait bouger l'œil dans différentes directions, qui aide à reprogrammer en fait et à libérer en fait la mémoire qui est ici. Et évidemment que du coup, ce que tu vas trouver appartient un petit peu à une mémoire qui peut être transgénérationnelle, c'est-à-dire que des fois c'est quelque chose qui nous appartient, mais des fois tu es amené à aller reparler de souvenirs qui ont lieu pour des personnes de notre lignée de famille. Et donc alors là on pourrait peut-être préciser comment ça se passe cette partie-là pour les enfants, les tout petits, les bébés, et à partir de quel âge tu fais autrement. À partir de 6 ans environ, 6-7 ans, je travaille directement avec l'enfant. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui s'allonge sur la table et moi je pratique le test musculaire sur l'enfant. En dessous, je pratique sur le parent qui l'accompagne. Donc par exemple pour les bébés, je vais travailler le plus souvent, c'est des mamans qui viennent en séance avec leur enfant, donc sur la maman directement. Il y a pas de conséquences sur les résultats, c'est-à-dire que ça marche aussi bien que si je travaillais directement sur l'enfant. Je voulais juste préciser, parce que je pense que c'est très important. En tout cas, moi, dans ma philosophie, le parent, lors de toute première séance pour son enfant, accompagne son enfant. Et parce que déjà, il me connaît pas, il sait pas comment je travaille, des fois, il connaît même pas la kinésiologie. Donc, c'est vraiment très important. Après, quand on arrive sur des enfants
à partir de 12-13 ans, quoi, je dirais à peu près le collège. Si l'enfant, il a déjà fait une séance avec moi et lors de sa deuxième séance ou troisième séance, il souhaite être seul pour pouvoir avoir plus d'intimité, si le parent est OK, c'est OK pour moi. Mais vraiment, il faut dire que le parent doit rester du début jusqu'à la fin. Ça va aussi avec un peu ma philosophie, donc c'est le combo qui avance, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Si on revient simplement sur, en effet, la kinésiologie, ça marche quand on travaille, on appelle ça le transfert, on travaille sur le parent, mais pour l'enfant qui est tout petit, qui lui pourrait pas se laisser simplement des fois manipuler, ou ce serait difficile de mener à bien le testing musculaire sur l'enfant. Ça marche tout simplement parce que l'enfant, avant, quand il était dans le ventre de sa mère, il avait un environnement complètement partagé. Il y avait une symbiose de ces deux personnes. Et c'est pas parce que l'enfant est né et que donc physiquement, maintenant, ils ont deux enveloppes corporelles différentes que tout est séparé. Il y a une espèce de fusion qui persiste dans les années qui suivent la naissance et qui permet en fait de rendre possible cette technique de transfert et donc d'accéder à de l'information à travers le corps de la mère, mais pour l'enfant. Oui, c'est tout à fait ce qui se passe même en kinésiologie animale que je ne pratique pas, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que parce que c'est ton animal, tu as ton corps a aperçu des choses et donc c'est ce qu'on appelle chez nous un égrégore, ça marche même si tu connais pas la personne entre guillemets, puisque nous sommes des êtres sensibles et l'égrégore c'est quoi ? C'est la perception que j'ai par rapport à mon corps du corps de l'autre. Oui. Donc on peut faire des séances de kinésiologie animale par exemple ou même avec un enfant, même si on ne connaît pas, ça marche aussi, le testing marche aussi même si on ne connaît pas la personne. Par contre si on ne connaît pas l'enfant etc., on n'aura pas les réponses quand je poserai des questions, mais vraiment c'est important de dire c'est un espace d'égrégore, c'est vraiment ça, c'est le corps qui est testé perçoit le stress de l'autre corps, comme les animaux le font d'ailleurs, tout à fait. Exactement. Et un exemple typique pour vous l'illustrer, quand vous êtes dans une pièce puis qu'il y a une personne qui va rentrer en urgence, affolée parce qu'il y a, je ne sais pas, le feu dehors, tout de suite vous allez ressentir une émotion de OK, il y a un danger, il faut sortir, et vous allez voir le cœur qui s'accélère, vous allez tout votre système corporel va switcher pour rejoindre l'émotion de cette personne qui vient de rentrer dans l'espace en fait. Tout à fait. Alors même que vous n'avez pas conscientisé ça. Non, c'est ça, vous n'avez pas vu le feu, juste elle est rentrée, vous a dit qu'il y avait une urgence, qu'il y avait le feu, qu'il fallait évacuer, etc. Et tout de suite le corps, parce que tout ce système d'émotions, ce sont aussi des hormones qui sont contagieuses, mais dans le bon sens, qui se transmettent. C'est comme ça que les animaux, les mammifères communiquent à travers ce dialogue hormonal. Et donc c'est pareil en fait avec tout ce qu'on peut on perçoit énormément de choses, on n'en a pas la conscience, mais c'est exactement le même système. On enregistre beaucoup d'informations et on peut repartir. Voilà, par exemple, si on a été dans une pièce avec quelqu'un qui était profondément en colère et que, à un moment donné, nous aussi, on va être un peu dans cet état de colère et même une heure après avoir quitté la personne, on peut encore ressentir cette agitation à l'intérieur de nous parce que on est parti avec. Et donc c'est exactement pareil pour tout autre domaine autre que les émotions, mais ça fonctionne pareil. Donc la séance, moi ce que j'ai bien aimé aussi dans ton approche, c'est que tu invites l'enfant, même s'il est moins de 6 ans, à être présent pendant la séance, même s'il ne va pas être manipulé pour avoir l'information, à être présent tout simplement pour lui permettre aussi d'entendre ce qui va être dit et de participer encore une fois à ce point de rencontre. Il fait partie du thème, donc même si c'est pas lui qui va être manipulé, il a tout intérêt à être présent et à enregistrer aussi ce qui va sortir. Et d'ailleurs, dans la séance qu'on a fait toutes les deux, c'est assez incroyable parce que du coup la séance était plutôt pour ma fille et elle qui faisait sa petite vie, 2 ans et demi, faisait sa petite vie et elle a fait quelque chose qui a permis de toucher du doigt et d'illustrer exactement ce pourquoi on venait consulter. Donc vous voyez, c'est assez dingue et c'est en ça que si l'enfant n'avait pas été présent, ça n'aurait pas été pareil. En tout cas, pour moi, à partir du moment où on prend rendez-vous pour un enfant, le parent et l'enfant doivent venir. Ouais. Je ne vois pas les séances autrement, c'est hors de ma philosophie. Ouais. Donc, voilà. Ouais.
Et donc après avoir fait cette séance, il y a donc tout le rééquilibrage qui est fait. Et puis là, il y a le débriefing où tu viens aussi réexpliquer les ressources qui ont été trouvées tout au cours de la séance. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler le post-séance, ces ressources individuelles. C'est vraiment le travail de la personne qui vient consulter et du système qui vient consulter, de se responsabiliser pour s'approprier le travail qui a été fait. Oui, c'est-à-dire que pendant la période de débrief, donc on se rassoit au bureau, moi je vous explique ce que j'ai travaillé, comment je l'ai travaillé, grosso modo, sans aller dans les détails techniques, mais pour que vous ayez le couple, donc enfant-parent, et une compréhension de ce qui s'est passé pour le remettre encore une fois en conscience. Et pour du coup pouvoir s'adapter. D'accord, c'est important vraiment de refaire un débrief, de dire ok, on a travaillé ça, maintenant les axes à travailler sont ça. Donc ça c'est c'est en post-séance, ça prend 5-10 minutes à la fin de la séance, mais dans les effets post-séance de kinésiologie, ce que l'on peut retrouver, donc vous pouvez déjà en première intention, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, avoir un bien-être, d'accord. Vous pouvez ressentir une détente physique, un bien-être psychique, etc. Et tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Dans les trucs un peu moins cool qu'on peut sentir, on peut se ressentir très fatigué, vidé, ou voilà, un petit peu comme quand on va chez l'ostéo. Et puis aussi, ce que je dis aux parents, c'est que c'est possible que vous ayez ce que l'on appelle chez nous un effet rebond. Un effet rebond, c'est quoi? C'est je viens consulter pour des troubles alimentaires, et puis dans les jours qui suivent la séance, on ne sait pas pourquoi ça s'accentue. c'est bien. Si vous le vivez, moi j'ai coutume de dire que c'est très bien, c'est juste le corps qui continue d'intégrer et de faire son travail. Et par contre, là, le parent a un rôle essentiel. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé juste avant que je parte en vacances. C'est une maman, elle vient pour me voir. Avec son enfant, c'était compliqué le sommeil. Il avait 3 ans, je crois. Et donc, je lui fais une séance et je lui dis, vous revenez me voir dans 1 mois, etc. Et 1 mois après, elle me dit... dis donc, pendant 1 semaine, il a pas du tout dormi, c'était branle-balle. Alors moi, je me suis dit, la pauvre et tout, c'est horrible. En plus, le sommeil, pour l'avoir vécu, c'est vraiment difficile. Et elle me dit, mais moi, j'étais trop contente. Je me suis dit que ça avait super bien marché, votre truc. Et du coup, voilà, typiquement, ça m'a fait sourire. On a rigolé toutes les deux, mais c'est typiquement, le rôle du parent. C'est-à-dire que si moi, je trouve que en tant que parent, je trouve que c'est cool et je me dis, super, ça va aller vers un mieux-être, c'est plus facile à vivre pour le parent, bien sûr, mais aussi pour l'enfant. Et donc, du coup, après, son fils adore très bien. Quand on a fait la séance de suivi, avec 2-3 petits trucs à régler, mais vraiment, là, il faisait ses nuits. Et du coup, c'est génial aussi de se dire qu'en tant que parent, on peut avoir un rôle si jamais on a un truc moins cool qui se passe les 3-4 jours qui arrivent après la séance. Oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Là aussi, il y a un rôle d'accompagnement parental et de parentalité en post-séance, évidemment, dans ces conditions-là. Ok. Donc Marie, passons aux détails très importants. Où est-ce qu'on te retrouve physiquement et comment on peut prendre rendez-vous? Et est-ce que la visio, ça fonctionne pour ceux qui nous écoutent par-delà la Savoie? Alors, où c'est que mon cabinet se situe? À Saint-Imier, c'est dans l'Isère, c'est entre Grenoble et Chambéry. C'est tout de suite à côté, près d'une sortie d'autoroute, donc c'est très facile d'accès. Pour me retrouver mes coordonnées, vous pouvez aller voir ma page Facebook, Marie Ruher, R-U-E-R, kinésiologie, ou sur mon compte Insta, marie.ruher. Marie.ruher, excusez-moi. Comment ça fonctionne? Si vous voulez une séance de kinésiologie, vous devez être présent. Voilà, vous l'aurez compris. Il n'empêche il y a d'autres techniques que je pratique qui peuvent se faire en visio, mais si vous voulez absolument de la kinésiologie, il faut venir dans mon cabinet. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi ma fiche Google, Marie Ruher kinésiologie, que vous pouvez facilement retrouver sur Internet. Et sinon, il y a d'autres. Il y a aussi un annuaire de praticien. J'ai un annuaire de praticien sur Résalib, etc., etc. Ouais, voilà. Donc, si vous n'habitez pas en Savoie, Haute-Savoie ou Isère et que c'est compliqué de venir voir Marie, sachez que il y a des kinésiologues maintenant partout en France, oui. Et que alors ils ont chacun, vous l'aurez vu, sa propre couleur. Moi, j'apprécie beaucoup la couleur de Marie parce qu'elle résonne avec beaucoup de partage de valeurs autour de la parentalité et de l'accompagnement de la personne. Et c'est fort à parier qu'il y a d'autres kinésiologues en France qui exercent aussi dans cette même direction-là.
En tout cas, voilà, sachez que si vous voulez réécouter l'émission dans son intégralité, vous pourrez la retrouver dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, dans la playlist Parents Autrement, et aussi sur les plateformes de réécoute en ligne d'Apple Podcast et de Spotify. Voilà, c'était Pauline Dubromez pour l'émission Parents Autrement avec Marie Ruher, mon invitée du jour. Je vous souhaite une très belle fin de journée et dans 2 semaines pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.